Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous expliquer comment on a fait plus d'1 million d'euros en marchand de biens. C'est bon, c'était assez putaclic. C'est parfait. Mais par contre, c'est pas trop notre esprit, ça. Bah non, c'est pour ça que je pense que ça serait quand même assez intéressant qu'on passe peut-être au moins 45 minutes à expliquer aux gens les vrais chiffres et l'envers du décor de tout ça. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. On est Antoine et Charles. On a créé la chaîne Foncière Orion qui correspond à notre foncière dans laquelle on a plusieurs activités, dont l'activité de marchand de biens dont on va vous parler aujourd'hui. Avant ça, si notre proposition de valeur est susceptible de vous intéresser, il y a eu un lien autour de cette vidéo qui récapitule les services qu'on propose si vous investissez au capital de notre société. Et maintenant, on démarre sur l'épisode du jour, le focus marchand de biens. Sujet hyper intéressant du coup le marchand, puisque c'est un peu la tendance du moment. On va dire qu'avant, les gens qui vendaient des formations vendaient une formation où vous pouvez devenir rentier en quelques biens. Aujourd'hui, avec les taux qui ont augmenté, c'est plus forcément le cas. Il y en a qui osent encore. Hein. Ouais, il y en a qui le font. 1000 euros de cash flow dès le premier bien. Avec des love rooms, des trucs comme ça. C'est vrai. Bien atypique. Et donc du coup l'objectif aujourd'hui c'est un petit peu de montrer ce que nous on a pu faire en marchand, tout en cassant un petit peu les codes et l'argent facile qu'il peut y avoir autour de ça. Et voilà, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Donc on va vraiment rentrer dans le détail des opérations qu'on a pu faire et des chiffres qu'on a pu faire. C'est vraiment la réalité de ce qui peut se faire sur le marché dans lequel on bosse. Et l'objectif c'est de vous rendre compte que oui, on peut gagner de l'argent avec du marchand, mais que c'est pas aussi facile et qu'il y a quand même beaucoup de coûts. Et que quand on a dit dans l'introduction qu'on a fait 1,2 million en marchand, c'est vrai, mais vous allez voir qu'à la fin, ce qui reste dans notre poche, c'est quand même pas 1,2 million. Et du coup, donc le propos, en fait, c'est que oui, c'est une activité qui est lucrative, mais c'est un travail, en fait. C'est-à-dire qu'on peut, et ça fait écho aussi à ceux qui vous vendent de devenir rentier avec 2 appartements locatifs. En fait, oui, on peut vivre de l'immobilier, mais devenir rentier, c'est 2 choses différentes. Le rentier, il met pas son temps pour avoir des revenus. Alors que de vivre de l'immobilier, un agent immobilier, il vit de l'immobilier, un marchand de biens vit de l'immobilier, mais il y passe un peu de temps, voire beaucoup, ça dépend des professions. C'est pour le coup une activité qui peut être très lucrative, ramenée au taux horaire, mais tout ça pour dire que voilà, on peut tout à fait en vivre, on peut tout à fait en faire son activité principale, mais par contre il faut le faire sérieusement, c'est pas un side project le soir, en rentrant du boulot, on fait une visite en dilettante une fois de temps en temps. Il faut vraiment y consacrer du temps, vraiment se former, pour le coup, on vend pas de formation, mais il faut se former, il faut apprendre ce métier qui est lourd en termes de responsabilité. Ouais, peut-être expliquer aussi dans un premier temps comment on est arrivé au marchand en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que nous, à la base, on a plutôt une appétence pour le locatif longue durée, chose qu'on a faite pendant quelques années. Et je pense, je vais avoir ton avis là-dessus, mais je pense que c'est quand même bien d'avoir déjà éprouvé un peu le locatif, prendre un petit peu la tendance du marché sur lequel on veut faire du marchand, pour voir comment il se comporte, avant directement, moi c'est mon avis, mais de se lancer directement sur du marchand où là, pour le coup, tu peux vraiment perdre, tu peux te faire très très mal assez vite. Voilà, se tester un petit peu avec du locatif en amont, c'est pas plutôt une mauvaise chose. Ouais, je suis d'accord, d'autant plus que faire un peu de locatif avant, c'est aussi peut-être arbitrer ses premiers biens, passer ses premières ventes, avoir des acheteurs, faire des diagnostics, comprendre le processus d'une vente. C'est à peu près la même chose que pour un achat, mais quand on est en position de vendeur, on voit ce que c'est que de stresser par rapport au financement de son acquéreur, parce qu'on a peut-être une autre opération derrière qui dépend du débouclage de celle-ci, mais qui, tant qu'on n'a pas l'offre de prêt de l'acquéreur, finalement, c'est compliqué de s'engager sur la suivante. Et donc, je suis complètement d'accord avec il vaut mieux avoir fait du locatif avant. Bien sûr que c'est possible de le faire sans ça, mais en tout cas, la meilleure voie, c'est d'avoir fait plusieurs opérations locatives avant. Mais du coup, pour revenir sur la réflexion, en fait, qui nous a fait, au début, ne pas faire de marchand, et au début et pendant longtemps, c'était qu'en fait, en gros, quand on met 1 euro d'apport dans le locatif, grâce à l'effet de levier, le rendement des fonds propres qu'on investit, il est supérieur au rendement de l'investissement lui-même. C'est-à-dire que si on met en gros 10 000 euros d'apport sur un projet à 100 000 euros, on va prendre des chiffres très ronds, imaginons que ce projet à 100 000 euros, il soit à 10% de rendement brut. Donc il produit 10 000 euros de loyer par an. On a mis 10 000 euros d'apport d'un côté, on a de l'autre côté 10 000 euros de loyer qui rentre, le rendement sur fonds propres, c'est 100% brut. Maintenant, si on le met en net, on va simplifier, on va diviser par 2 pour enlever les charges, la taxe foncière, toutes les dépenses. Donc on est à 50% de rendement sur fonds propres. Et c'est ça la grosse différence par rapport au marchand. C'est que le marchand, quand on déboucle, on récupère la mise initiale et la plus-value et on peut la réinvestir. Et du coup, en se disant que on fait 50% de rendement sur fonds propres, nous avec le temps on a mis de plus en plus d'apports, donc c'est un petit peu descendu, on était peut-être plus autour des 30, mais finalement un marchand de biens qui débute, s'il veut le faire en financement bancaire, il va devoir mettre peut-être 30% d'apport et il va viser 30% de marge brute. Donc du coup, 30 sur 30, ça fait aussi 100% de rendement sur fonds propres brut. Et si on décompose, on va aussi à peu près diviser par 2, on le verra après dans notre exemple, finalement ça fait 50% de rendement sur fonds propres. Donc c'est la même performance, sauf que le marchand de biens, lui, il a dû travailler pour aller faire ça. Il a dû prendre du risque, et une fois qu'il l'a fait, il faut qu'il recommence, il faut qu'il retourne au charbon, qu'il retrouve une nouvelle offre, qu'il se remette à risque aussi, parce que une fois que l'opération elle est finie, ok c'est bien, on a gagné de l'argent, mais maintenant il faut le refaire, on repart complètement à zéro, alors que le locatif, il a l'intérêt
de figer un petit peu ce rendement, c'est-à-dire qu'on est à 50% sur fonds propres ou 30%, mettons dans l'exemple. Les mauvaises années, on va être à 25%, les bonnes années, on va être à 35%, en fonction des dépenses, en fonction de la vacance locative et des indexations de loyer. Mais par contre, il ne se compose pas, c'est-à-dire que c'est pas 1,3 fois 1,3 fois 1,3. Alors qu'en marchand, c'est effectivement 1,3 fois 1,3 fois 1,3. Donc du coup, il y a cet effet-là, mais qui met longtemps à se faire sentir. Avant 3-4 ans, on le sent pas trop. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait de marchand pendant nos premières années. Et en fait, c'est à l'occasion d'une rencontre. On a rencontré quelqu'un qui nous a permis du coup de démarrer le marchand en s'associant et sans mettre de mise initiale. C'est ça qui a fait la différence. Mais ouais, c'est clairement ça en fait. L'avantage, moi, ce que je dis, le marchand de biens, en fait, il faut vraiment, entre guillemets, travailler, alors que le locatif, c'est un métier un peu plus de feignant, en fait, parce qu'à partir du moment où tu as pu en fait faire ton opération, les loyers ils tombent. Alors évidemment, il y a un petit peu de gestion au quotidien, mais c'est pas comme un marchand où en fait, comme tu l'as dit, à chaque fois qu'il termine une opération, il faut absolument qu'il renchaîne sur une autre. Et il y a un truc aussi plus compliqué en marchand qu'en locatif, c'est pour ça qu'on n'y est pas allé de prime abord, c'est le fait que en marchand, tu passes pour quand même le relou du marché, parce que tu refuses énormément d'offres, tu refuses énormément de produits et tu fais des offres qui sont quand même très basses. Tes offres sont ces offres sont souvent refusées. Et l'objectif, en fait, c'est aussi, nous, en faisant du locatif, d'avoir peut-être un peu à ce moment-là tissé un réseau avec les agents IMO parce qu'on prenait des choses que un marchand n'aurait pas forcément pris. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce réseau-là qu'on a tissé, il nous amène des affaires qu'on peut soit utiliser aujourd'hui en locatif comme on le fait, comme on le faisait avant, soit du coup en marchand comme on le fait dorénavant, quoi. Et après, c'est vrai que ça part d'une rencontre. Donc, c'était un club d'affaires dans lequel je participais et on rencontre une personne qui lui a fait du métier de marchand son activité principale depuis je pense à minima 20 ans. Donc c'est vrai que nous ça nous a quand même pas mal rassuré pour le coup de savoir qu'on était accompagné avec quelqu'un qui a une renommée on va dire dans le milieu et en fait on a pu s'associer avec lui et du coup bénéficier on va dire des conditions de prêt qu'il pouvait avoir de par son expérience. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Du coup, il y avait 2 associés, et puis plus toi et moi. Donc c'était une aventure à 4. On a créé notre première société de marchand, c'était en 2022. Et donc du coup, le financement, c'était du crowdfunding. Ouais, c'est ça. C'était pas du financement bancaire. C'est ça, ouais, tout à fait. On peut parler peut-être un peu plus des conditions de prêt en termes de taux. Souvent, c'est un peu quand même le sujet sensible, notamment en marchand. On était sur du 10,5, c'est ça ? C'était 10,5 à l'année, avec un minimum en termes de durée de portage. C'était 3 mois mini. Enfin, si tu déboucles avant, tu payes quand même 3 mois d'intérêt. Et surtout des frais de démarrage qui sont à peu près à 5% du montant emprunté. Et on le verra en fonction des opérations, ça peut représenter beaucoup plus finalement que les intérêts au fil de l'eau. Ouais. Du coup, une fois qu'on a trouvé cette association, on n'a pas forcément encore à l'époque de bien dans les tuyaux. Et je me souviens que ça se décante quand même assez vite. On trouve une opération sur Mâcon, sur la ville de Mâcon, où là on est du coup sur un immeuble de rapport plutôt bien acheté en monopropriété, avec un local commercial. Et il y avait de mémoire 5 appartements, des typologies qui étaient, c'était des T2 on va dire, et un T3 au dernier étage. Et le local commercial, on était sur un local type restauration fast-food. Dans l'association, la plus-value de chacun, c'était pour nos 2 associés d'apporter le côté solvabilité au niveau du financement, et donc de ne pas mettre d'apport dans les opérations, et d'avoir l'expérience aussi de ce métier, même si nous on avait notre expérience en locatif. Et nous, c'était de sourcer les opérations sur le terrain, sur une localité dans laquelle ils avaient encore jamais travaillé, et ensuite de les gérer jusqu'à la revente. Donc du coup, on trouve ce bien. On part de mémoire, on y va sans condition de financement, parce qu'on sait qu'on a le backup, on va se faire financer, il n'y a pas de sujet. Parce qu'il revenait sur le marché suite à un défaut de financement. C'est ça, on le voit assez souvent, et quand tu passes derrière sans condition de financement, tu coupes un peu l'herbe sous le pied à tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, on se dit, parfait, on rentre très bien par rapport au marché qu'on connaît, parce que du coup, on a déjà du locatif là-bas. On est assez confiant, au niveau forcément du financement, ça se passe bien. On arrive vite sur la partie commercialisation, et là je pense que c'est notre première opération de marchand et on fait une erreur en fait, c'est qu'on pense pas forcément à la monopropriété. En fait on s'est dit on l'a acheté en monopropriété, il faut absolument qu'on le découpe. C'est des choses qu'on voit souvent en mode si on le découpe on va gagner plus, et là pour le coup on va directement sur la découpe. C'est bizarre parce que d'habitude on réfléchit un peu mieux que ça quand même, mais là on a été très con et on se dit non, on va le vendre à la découpe. Donc du coup on part sur mise en copropriété, donc avec les frais alloués à la mise en copro. De mémoire, on devait être, 5 et 6 000 euros, je pense, entre le géomètre, etc. Sachant que c'est un cas particulier, parce qu'en fait, on a acheté une monopropriété plus des lots de copropriété. C'était un truc déjà à moitié divisé, mais pas totalement. Donc, c'était une mise en copropriété particulière, où il faut l'accord des copropriétaires existants, parce qu'il y en avait qu'on a d'ailleurs découvert à cette occasion-là, qu'il y avait un bâtiment à côté, mais qui était dans la copropriété. Donc, il y avait une petite complexité en plus que si on était tout seul à faire notre découpe. La découpe, la mise en copro se passe relativement bien. On nomme un syndic
diagnostic, etc. On précommercialise avant d'avoir acheté. Ouais, c'est ça, on précom. De mémoire, la précom se passe pas trop mal. On arrive à vendre assez rapidement, 3 appartes Ouais, c'est ça. Il y avait 3 lots. Ouais. 3 lots, dont un où en fait il y a un acheteur qui veut nous prendre un lot. Et ça se passe pas forcément comme on l'avait imaginé. Je te laisse expliquer un petit peu. Tu parles de la rétractation ? Ouais. En gros, c'est par rapport au délai de la mise en copropriété, c'est un acquéreur qui avait du coup réalisé toutes ces conditions suspensives et notamment le financement. Mais par contre, on était hors délai pour le coup parce qu'on n'avait pas encore mis en copro. Et du coup, lui, il était pas en capacité de sortir théoriquement. Mais par contre, le notaire acquéreur, donc le notaire de notre acquéreur, il a utilisé un petit stratagème, c'est que notre notaire n'avait pas envoyé tous les diagnostics, il avait envoyé tous les diagnostics des parties privatives, mais il n'avait pas envoyé le DTG, le diagnostic technique global. Donc ça, c'est un diag qu'il faut faire quand on met en copropriété, qui dit en gros dans les prochaines années qu'est-ce qu'il va y avoir à faire comme travaux dans les parties communes. Et du coup, le notaire acquéreur dit au nôtre, bon, pour la bonne forme, veuillez bien m'envoyer le DTG pour repurger le délai SRU, donc le délai de rétractation de 10 jours, quand un particulier achète un ou des locaux d'habitation, mais vraiment en mode pour la forme. Ouais, sauf que 2 jours après, on a reçu un recommandé de rétractation. Et il était tout à fait dans son bon droit. On apprend en fait, première opération, on apprend que voilà, c'est pas forcément parce que tu as reçu une offre d'achat et que tu as un compromis qui est en cours que ça va aller au bout. Et que l'acheteur a son financement. Ouais, c'est vrai. Donc là, c'est le premier petit accro sur ce projet. Le deuxième que je vois, c'est sur la partie assainissement, où là, on se fait quand même avoir un peu comme des débutants en fait. Donc il faut savoir que sur Mâcon, c'est une ville où l'assainissement, quand il y a une vente, il est obligé d'être conforme. Donc ça veut dire que les réseaux pluviales et les réseaux des eaux usées doivent être séparés. Donc là, nous, en fait, il n'y a pas de diagnostic qui est établi par le vendeur. Et on se dit, après, on est en plein centre de Mâcon, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas le séparatif. Et tout venait d'être fait, c'est-à-dire que sur toute la rue, on va pas trop en dire non plus, sur toute la rue où on avait acheté, finalement, tous les enrobés des trottoirs venaient d'être faits parce que justement, ils avaient créé le séparatif et à cette occasion-là, raccordé tous les immeubles un par un. Sauf que manque de chance, on était entre 2 points hauts, en gros, un lot, c'est gravitaire, hein, les eaux pluviales ou les eaux usées, ça va de haut en bas. Et en fait, on a remonté les regards et nous, on était entre 2 points hauts. Ils ont oublié de raccorder l'immeuble. Voilà. Je me souviens de ce jour-là, c'était du coup une entreprise, c'était Veolia du coup qui vient faire le diagnostic. Ils mettent du fluo donc dans les WC, etc. pour voir où est-ce que ça peut sortir dans les regards extérieurs. Et là ils mettent du fluo, mais ils bombardent de fluo, c'est abusé quoi. Et on voit absolument rien dans tous les regards. On fait le tour du pâté de maison et tout. Et il y a un moment le gars de Veolia il fait, mais attendez, je vais quand même aller voir. Il y a la Saône qui est pas très loin. Je vais aller voir en Saône. Et là on voit une énorme trace jaune dans la Saône. Ah ok, ça va directement dans la Saône. Donc voilà, Mâcon, il y a certains immeubles où les eaux usées vont directement en Saône. Je laisse du coup la part belle aux wakeboarders qui font du wakeboard dans la Saône. Voilà, mettez une combinaison, c'est mieux. Et du coup, là, c'est vraiment un peu la tuile parce qu'on se dit putain, l'assainissement non conforme, c'est quand même pas un truc qu'on avait prévu de refaire. Sauf que le problème, c'est que pour vendre les lots en tant que marchand de biens, on est professionnel, donc on est obligé entre guillemets du coup de se mettre en conformité. Et là, on se dit mais c'est bon en fait dans l'acte authentique, il y avait une clause comme quoi si jamais l'assainissement n'était pas conforme, c'était du coup à la charge du vendeur. Donc nous, tout fiers, on arrive chez notre notaire en disant c'est bon, c'est marqué dans la clause, vous l'appelez et puis il nous fait le virement quoi. Parce qu'il y en avait quand même pour 6-7 000 euros l'histoire de la plaisanterie. Et là, c'est un peu la désillusion. En fait, les deux notaires commencent à nous dire que ça va être compliqué, que c'est pas parce que c'est écrit dans l'acte que en fait ça fait foi, qu'il faut quand même passer devant un tribunal, il faut quand même mandater un avocat. Et manque de peau, nous notre vendeur il est parti à Dubaï. Donc voilà, on nous explique que pour retrouver sa trace, pour récupérer l'argent, ça va être très compliqué. Donc là, deuxième erreur qu'on fait sur l'opération, en fait, on paye l'assainissement à notre charge. On va pas mandater un avocat et on va pas créer des frais de justice, on va dire, pour 6-7 000 euros, ça vaut pas le coup. Nous, l'objectif, c'est de sortir rapidement de l'opération. Donc on prend ça à notre charge, quoi. Parce qu'il y a du coup le fait de mettre en conformité, ça peut parfois ne pas être grand-chose. C'est peut-être juste un tuyau qui n'est pas branché au bon endroit et avec quelques centaines d'euros, on le résout. Mais en l'occurrence, c'était pas le cas parce que les eaux usées du restaurant, qui est à moitié enterré, finalement, il fallait une pompe de relevage, donc c'est un truc à 4 000 euros, pour finalement remettre, étant donné que c'est gravitaire, mais que ça sort à une cote qui est plus basse en fait que le réseau de la rue. En gros, les eaux usées, elles sont, alors du coup, on a dit sans filtre, donc là on parle de caca effectivement. Donc du coup, les eaux usées, elles sont au -1 ou -demi, en demi sous-sol, et le réseau d'eau usée, il est au niveau de la rue. Donc du coup, il faut une pompe pour pomper ce qui sort des WC et le ramener dans un réseau d'eau usée qui va ensuite faire sa vie en gravitaire. Et ça coûte relativement cher ces éléments, et ensuite il faut les entretenir, il faut les alimenter en électricité, ainsi de suite. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a dû prendre à notre charge, qui n'était pas prévu de base dans le bilan de l'opération. C'est pour ça que c'est important de rentrer quand même avec des marges qui sont intéressantes, de faire une opération de marchand avec 10% de marge brute. Très clairement, on peut voir que rien qu'avec ces
ces petits aléas-là, en fait, on passe vite de 10 à 0 et après, pourquoi pas en négatif. Donc, c'est pour ça que voilà, là, sur cette opération-là, on était quand même bien rentré. Donc, évidemment que ça fait chier parce que c'est de la marge en moins, mais ça ne remettait pas en cause la pérennité de l'opération. Et dernier point aussi, peut-être de vigilance, en fait, c'est qu'on achète les biens. Toi, tu visites une fois, je crois, la totalité de l'immeuble. Ouais, j'ai visité une fois la totalité, ouais. Enfin, en deux visites, mais où j'ai pu voir la totalité des lots, parce qu'on l'a pas précisé, mais quasiment tout l'immeuble était loué. Il y avait peut-être un lot qui était vide, et encore, je suis pas sûr. Mais voilà, il était en grande majorité déjà loué. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a sélectionné, parce qu'étant donné qu'on se finançait relativement cher, 10,5 de taux d'intérêt, ça pèse très lourd. Et du coup, on privilégie les opérations qui sont déjà productives de loyer pour compenser une partie de ces frais financiers, et que si jamais l'opération vient à s'éterniser, elle ne devient pas catastrophique, parce que 10,5 sur quelque chose qui produit pas de loyer, je vous laisse faire les comptes sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ce que ça donne. Et il y a aussi un sujet aussi, c'est qu'on n'avait pas imaginé qu'un appartement pouvait aussi vite s'abîmer. Et en fait, je me souviens, toi, tu visites l'immeuble, tu prends les photos, plutôt en bon état. Et je sais plus, je dois faire une visite un week-end parce que l'agent IMO à qui on avait donné la commercialisation n'était pas là. Donc du coup, je fais visiter le bien et en fait, je le découvre en même temps que les potentiels acquéreurs. Et là, c'est un choc. L'appartement, il est ravagé. En fait, les gens, ils habitent peut-être 5-6 dedans alors que c'est un T3, quoi, avec des matelas au sol. Et là, en fait, je me dis, ok, là, on a affaire à un véritablement appartement qui est invendable. Et en fait, le problème, c'est que du coup, ça, on l'avait pas forcément anticipé que des locataires, on va pas dire pas qualitatifs parce que c'est pas le terme, mais on les connaît pas, mais que voilà, on va dire la situation locative pouvait changer très vite et qu'en fait, quelque chose qui était à la fois liquide, un T3 en plein centre de Mâcon, bien placé, en bon état, bon voilà, on se disait qu'on allait bien le vendre et que ça allait pas poser de problème. Alors là, on passe à un appartement où en fait, il est complètement ravagé et qu'il y a tout à faire, quoi. Et d'ailleurs aujourd'hui, on va clôturer un peu avec cette opération-là, mais aujourd'hui en fait cet appartement-là, il est toujours à vendre et il est invendable. Et on a dû en fait attendre en fait le départ des locataires pour pouvoir le vendre à un prix qui nous semble correct et pour pas avoir une opération qui soit non plus trop mauvaise en termes de marge, quoi. Donc ouais, c'est important à prendre en compte que la marge, elle est faite aussi pour absorber tous ces aléas, tous ces changements de situation qui sont complètement hors de notre contrôle. Autant l'assainissement et les choses comme ça, c'est faute d'expérience, on aurait pu le voir et maintenant on y fait attention. Mais par contre, le fait que la situation locative change, le bail n'a pas changé, c'est le même preneur, c'est juste qu'au début c'était 2, maintenant ils sont je sais pas combien dedans, donc forcément ça s'use plus vite, d'autant plus qu'ils l'utilisent pas très bien, donc en fait on a carrément arrêté de le faire visiter et on attend, faudra qu'il soit parti pour pouvoir être visité, donc pour être visité, pour ensuite aller sous compromis, pour qu'ensuite l'acquéreur ait son financement, il reste encore un paquet d'étapes, et du coup la durée de portage s'allonge, et du coup les frais financiers, même s'ils sont en partie compensés par les rentrées locatives, le sont pas tout à fait, on n'est pas à 10,5% de rendement net non plus sur ce bâtiment, donc du coup c'est à prendre en compte et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller sur des opérations qui sont trop faibles en termes de marge parce qu'il faut savoir absorber ces aléas. Clairement, tu vois, ça remet quand même pas mal les choses en perspective parce qu'on n'est pas non plus des novices dans l'immobilier, on en a déjà fait quand même pas mal, on connaissait très bien la ville. L'opération sur le papier à la base, elle était très très bonne, on s'était tous félicités d'acheter à ce prix-là. Et en fait, on se rend compte que on a été quand même novices sur la partie marchand, ce qu'on connaissait pas, et que on s'est fait mal. Et pour le coup, on a quand même fait pas mal d'erreurs. Et je trouve que c'est intéressant d'expliquer ça aux gens. C'est pas parce que du coup, tu as suivi une formation de 15-20 heures en ligne que tu as peut-être payé 10-15 000 euros que tu es OK pour aller t'exposer à un marché. Enfin, si tu connais vraiment pas ton marché et si tu connais vraiment pas le secteur d'activité, tu peux quand même te faire très très vite mal, quoi. On vous donnera le détail consolidé, on va dire, des 3 opérations, parce qu'il y a eu 3 opérations sur cet exercice. Mais je pense qu'on donnera tous les chiffres à la fin, comme ça permettra aux gens de faire un récap. Ouais. Donc du coup, la deuxième opération qui s'est beaucoup mieux passée, c'est une opération, c'est on va dire une sorte d'immeuble, c'est quasiment la totalité d'un immeuble. Là, en gros, on a appris de nos erreurs pour le coup. Là, c'est quand même vraiment différent et c'est vrai que c'est peut-être raconter un peu comment tu as eu l'OP parce que c'est vrai que c'est assez alors ça montre que le réseau est vraiment très important, quoi. Du coup, c'est quelqu'un avec qui on travaille, sans en dire trop non plus, qui me donne le numéro de quelqu'un en me disant tiens, il a un immeuble à vendre dans un département, on va pas. Pas trop en dire non plus sur la localisation, mais voilà, c'est un département, on n'a jamais bossé, puis comme ça il me dit un immeuble là-bas, a priori une bonne renta, mais comme ça pas chaud. Et je me dis je vais quand même appeler. Je passe un coup de fil et du coup la personne m'explique un petit peu quel est le prix qu'il veut de son bâtiment et quels sont les loyers, et genre là la renta c'est 18%. Donc je me dis on va aller voir. Je me souviens, tu m'appelles, tu me fais là on vient de me proposer un immeuble à 18% de renta, tu penses que je vais voir? Je lui dis oui, je pense qu'il faut aller voir. Et au début, je me dis, il va être éclaté. Ça va être un truc, parce qu'on en voit en fait, et même sur nos marchés, il y en a qui existent, mais ils sont à 18% juste parce que personne ne veut les acheter, tellement ils sont en mauvais état, et même à 18%, plus personne n'en veut. Ouais, ou alors des biens où on respecte pas les humains, quoi, avec peut-être des gens qui n'ont pas forcément de papier, qui vivent dans la moisissure, etc. Et ça, c'est pas du tout notre volonté. On travaille pas, on fait pas du marchand comme ça. Donc c'est vrai que là, on s'attend à un truc vraiment pas terrible. Ouais.
et tu vas le visiter. En fait, bah, au final, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Alors c'est un très gros bâtiment, il fait 600 et quelques mètres carrés, et du coup il y a une dizaine d'appartements, et pour le coup tout est en relativement bon état. Il y a un appartement qui a un sujet d'impayé, mais du coup ça on l'intègre dans la négociation, parce qu'on se permet aussi de négocier encore un petit peu, étant donné qu'on y va sans condition de financement. Il y avait deux possibilités, soit racheter la SCI de la personne qui détient l'immeuble, ça c'est toujours une possibilité. Non, ça l'est pas toujours, mais en l'occurrence ça l'était, parce qu'il y avait que ça dans la SCI. Soit racheter directement l'immeuble, et on s'est plutôt orienté vers l'acquisition de l'immeuble, mais on pourra en parler à l'occasion d'une future vidéo, parce que l'acquisition de parts sociales de SCI, ça peut avoir un intérêt pour le vendeur en termes de fiscalité, en fonction des cas, ça peut avoir un intérêt pour nous quand on reprend un financement, par un marchand en l'occurrence, donc c'est pour ça qu'on a acheté l'immeuble. Et du coup, ce qui était bien, c'est qu'étant donné qu'il était tellement rentable, bah, il compensait les frais financiers. Donc pour le coup, sur celui-ci, on pouvait le garder 3 mois ou 1 an et demi, ça n'allait pas changer grand-chose sur le bilan de l'opération. En tout cas, les frais financiers n'allaient pas la plomber, contrairement à, imaginons, le même bâtiment avec absolument aucune rentrée locative. Mais par contre, ça permet aussi de dire que quand on est marchand de biens, on est aussi bailleur. C'est-à-dire que pendant l'opération, si on achète avec des locataires en place, c'est vos locataires pendant la durée de l'opération. Nous, en l'occurrence, on a gardé pendant 3 mois. Donc du coup, pendant 3 mois, il y a X locataires à gérer avec du turnover. Il faut remettre le locataire dedans. Si c'est le souhait de l'opérateur, et c'était le nôtre, parce qu'on s'est dit, voilà, c'est un produit de rendement, clairement. On l'a acheté à 18%, on l'a revendu à 12% de rendement, ce qui est tout à fait satisfaisant pour la localisation. Et ça a été hyper fluide. En fait, on l'a vendu en off à une connaissance. En fait, on était obligé de le vendre en off parce que c'était trop compliqué de dire, tu l'as pas dit, mais il faut qu'on le dise quand même, on l'a vendu en monopropriété. On n'a pas fait l'erreur du coup de découper. Sachant qu'en plus, c'était même plus simple de découper, parce qu'étant donné qu'on achetait déjà plein de lots de copro, il n'y avait pas d'état descriptif de division à faire, il n'y avait pas de DTG, il n'y avait pas de tout ça, puisque la copro existait. Donc on avait vraiment tout le matériel administratif pour déjà se dire, tiens, on vend 3-4 lots à droite, et puis ensuite encore d'autres à d'autres personnes, mais pour le coup, effectivement, on a tenu compte de nos erreurs du passé. Ouais. Et par contre, tu vois, un truc qui me fait rire, c'est quand t'entends aujourd'hui, en gros, le locatif, c'est chiant, parce qu'il y a de la gestion humaine. Et ce que t'as dit, en fait, c'est que pendant les mois où tu portes l'opération, si t'as des locataires, ce qui est quand même la plupart du temps le cas, sur des opérations d'immeubles de rapport monopropriété, généralement, c'est rare d'acheter un immeuble complètement vide. Et là, pour le coup, tu vois, je me souviens, j'étais en train de me battre avec la CAF pour aller pour continuer à avoir, du coup, les allocations, en vrai c'était quand même un vrai sujet quoi. Et au final c'est ce que on fait presque au quotidien entre guillemets pour le locatif, et souvent c'est vrai que c'est facile de dire il n'y a pas de gestion humaine en marchand, et ce qui est totalement faux. En fait, il y a de la gestion humaine, et même quand il y a des opérations il faut reloger les locataires parce que du coup on est en sous-trait qui partent, il y a quand même de la gestion humaine. Donc c'est important quand même de pas non plus vendre trop de rêves aux gens, et que vous ayez conscience que en fait, même si vous faites une opération de marchand de biens, certes vous n'allez pas avoir du locatif à gérer sur 4 ans, mais vous allez avoir temporairement peut-être 3 à 4 mois de gestion humaine, et c'est pas forcément les scénarios les plus simples quand il faut mettre quelqu'un entre guillemets dehors, j'aime pas le terme, mais quand il faut négocier avec lui pour récupérer l'appartement libre, c'est quand même assez compliqué. C'est pas comme si c'était votre locataire qui vous demandait juste une quittance de loyer quoi. Donc ça, c'est quand même, je trouve, bien intégré. Et là, l'opération, elle se passe super bien. En plus, on n'a pas le couteau sous la gorge comme tu le dis, parce que les revenus locatifs ils couvrent les frais financiers, mais c'est une opération qu'on arrive à déboucler en fait en 3 mois. On ne va peut-être pas rentrer dans les chiffres très précis de combien on a fait de marge sur celui-là, mais on achète à 18% de renta, on revend à 11% de renta, donc sans faire de travaux plus que ça à côté. Tu fais 1,5 quoi. Voilà, c'est ça. Tu revends une fois et demi le prix d'achat. C'est ça. Et en termes de timing, on avait dû signer la promesse de vente avant d'avoir acheté. Ça, c'est une possibilité. On a tout à fait le droit de... Alors, si on a une clause de précommercialisation, mais on a le droit de consentir, de se faire consentir une offre d'achat, une promesse d'achat, par un futur acquéreur, pendant que il nous a été consenti par le vendeur, les mots sont importants, une promesse de vente. Donc nous, on est là, on bénéficie d'un côté, on nous promet de nous vendre un immeuble, de l'autre côté, on nous promet de nous l'acheter, et nous, on est d'accord pour le vendre à la personne qui veut nous l'acheter, sous réserve qu'on ait le financement, ou pas s'il n'y a pas de condition de financement, mais sous réserve en tout cas, qu'on l'ait acheté au vendeur. Et ça a été le cas, et pour le coup, en 3 mois, ça s'est débouclé plutôt assez facilement. Donc on a globalement fait plus de marge que sur la première opération, beaucoup plus facilement. Et ensuite, ça va nous amener à la troisième opération, et après on fera le bilan consolidé des trois OP. Ouais. Donc là, cette opération pas simple dans la gestion humaine. Cette opération, elle nous arrive c'est une agent immobilière qui bosse du coup sur l'Ain, et qui nous amène un immeuble de rapport dans une grande ville quoi. Pas forcément un secteur où on travaille habituellement. Du coup, c'est vrai qu'il faut absolument qu'on rentre bien pour se dérisquer en se disant qu'on ne connaît pas forcément le prix de marché comme on peut le connaître sur la Bourgogne, là où on travaille beaucoup. Et de mémoire, du coup, en gros, c'est assez étonnant comme montage, mais c'est un peu l'acquéreur final, en fait, la personne à qui on va vendre l'opération, qui nous apporte l'affaire, mais qui n'a pas, on va dire, l'ossature financière pour pouvoir porter l'opération.
c'est qu'il fallait y aller cash et très vite. Donc du coup, il y avait là aussi, on a négocié un très bon prix d'entrée, mais par contre que lui n'aurait pas pu faire, s'engager en tout cas sans condition de financement. Donc du coup, on a acheté la totalité du bien, qui est encore une fois une monopropriété plus un bout de copro, mais en gros physiquement c'est à peu près animable. Et donc on a fait cette acquisition. Il y avait des revenus locatifs aussi pendant la durée de portage, donc qui compensaient là encore une fois les frais financiers. Uniquement sur le local commercial. Ouais, c'est ça, le reste était vide, mais ça suffisait déjà quasiment à tout couvrir. Et on a revendu du coup en 3 mois aussi. Donc on avait déjà consenti une promesse de vente, on s'était fait consentir une promesse d'achat, pendant qu'on était sous promesse de vente de l'autre côté. Et là, je dirais que la difficulté de l'opération, c'était plus en fait, l'acquéreur en fait, qui nous a amené l'affaire. On le connaissait bien. Et en fait, il fallait, nous, qu'on l'accompagne un petit peu sur la partie plutôt financement bancaire. Et c'était là où ça a été le plus difficile, en fait, ça a été de lui trouver son financement bancaire. On a quand même pas mal galéré, avec pas mal, je me souviens, de hauts et de bas. Un banquier qui, sur la durée, au bout d'un moment, c'était peut-être un oui, puis en fait, c'était de moins en moins oui. Enfin, ça, c'est un truc que je pense que tout le monde peut connaître. Mais au final, voilà, l'acquéreur arrive à trouver son financement et on arrive à déboucler l'opération. Pas l'opération de l'année en termes de marge, mais il n'y avait pas beaucoup de risques dans le sens où on savait à combien on rentrait, on savait déjà à combien on sortait. Donc pour nous, c'était quand même plutôt fluide, quoi. Alors c'était l'obtention du financement de l'acquéreur, mais du coup, en passant par plusieurs banques, on a pu l'obtenir sur un délai qui est relativement correct. Donc pour ces 3 opérations, elles se sont déroulées, en fait, c'est le premier exercice d'une société de marchand. Et quand on crée une boîte, en fait, on n'est pas obligé de faire un exercice du 1er janvier au 31 décembre. On peut, au moment de la création, imaginons qu'on l'a créé au mois d'avril, par exemple, dire on clôture le 31 décembre de l'année d'après. Donc du coup, faire un exercice qui fait 1 an et 8 mois. Nous, c'était à peu près ça, 1 an et demi, le premier exercice. Donc du coup, première chose, par rapport au vendage de rêve on a gagné 1 million d'euros, déjà, il faut le ramener sur une année normale, voire même le ramener au mois si on veut, mais en gros, voilà, on divise par 1,5 si on le ramène sur un chiffre d'affaires annuel. Donc on a fait 1,2 million de chiffre d'affaires sur 18 mois, arrondissons. Donc si on divise par 1,5, ça fait 800 000 euros de chiffre d'affaires annualisé. J'ai mes notes sous les yeux. En termes de résultats nets, on va commencer par parler des résultats, après on va parler des pourcentages de marge, parce qu'il y a aussi plein de manières, de la même manière qu'un rendement locatif, de calculer des marges en marchand. Donc la marge nette, c'est 190 000 euros sur la totalité des opérations, ça fait 16%. Mais en fait, nous on ne calcule pas la marge de cette manière, c'est-à-dire que la marge, c'est la performance des capitaux investis. Et les capitaux investis, c'est ce qu'on a dépensé, c'est nos prix d'achat, c'est nos prix de revient, c'est pas la recette, c'est pas le prix de vente. Et du coup, étant donné qu'au total, du coup je spoil un peu, mais en marge brute, si on enlève les frais financiers et tous les autres frais, c'est 400 000 euros, c'est-à-dire que la totalité des achats font 800 000 et la totalité des ventes font 1,2 million. Du coup, on est à fois 1,5 en termes de marge, donc on a acheté 800, on a dit. Notre marge nette divisée par nos prix d'achat, on est sur 24% sur une durée de 17 mois. Même s'il y a certaines opérations qui ont été plus courtes, il y en a une qui a duré la totalité du premier exercice et qui est même encore en cours aujourd'hui. Marge nette avant IS, important de préciser aussi quand même, c'est pas directement quelque chose qui tombe dans notre poche. Ah, tu vas pas faire tes courses avec? Non, tu vas pas faire tes courses avec la marge nette. Donc ça, c'est quand même c'est important. Et surtout, au final, 3 opérations. Donc nous, on est parti du principe qu'en fait, on voulait pas multiplier les opérations. Et je pense qu'on a bien fait parce qu'en fait, c'est quand même malgré tout chronophage. Et on était quand même sur des opérations qui n'étaient pas forcément dans un rayon de 10 km. Sur 3 opérations, c'est vrai que moi, je me souviens quand même la première fois qu'on fait le bilan avec le comptable, je me dis putain, on a fait quand même 1 million de CA. On était, grosso modo, on était 2 à travailler vraiment dans l'entreprise, on va dire à prospecter pour trouver des biens. Donc c'est vrai qu'un 1 million de CA à 2, tu te dis, les mecs, c'est des fous, quoi, ils sont trop bons. Tu regardes la marge nette, tu te dis, elle est quand même belle. Et notamment, moi, je me souviens de la marge brute, où on est autour des 400. Je me dis, putain, quand même, une activité de marchand qui nous a pris, je pense, à l'époque, je dirais 30-40% de notre temps grand maximum. Du coup, si on définit marge brute, c'est la différence vraiment brut entre le prix de vente et le prix d'achat. Mais entre les deux, il y a plein de frais qui viennent se mettre. Il y a notamment les frais financiers. On a pour plus de 100 000 euros de frais financiers, étant donné qu'on se finançait assez cher, entre les frais de démarrage qui sont à peu près du 5% du capital emprunté et ensuite les 10,5% par an de taux d'intérêt. Dans le chiffre d'affaires de l'autre côté, il y a aussi les loyers qui rentrent en compte. C'est pas que des ventes. Le chiffre d'affaires d'un marchand, c'est la totalité de ses recettes, y compris locatives. Donc en gros, les 3 manières de voir la marge, il y a le brut, c'est un peu ce qu'on va vous vendre pour vous jeter de la poudre aux yeux. On a gagné 400 000 euros de marge brute. Si on les divise par 800, ça fait 50%. C'est aussi un gros pourcentage. Mais en soi, il n'a pas beaucoup de sens. Il vaut mieux aller un petit peu plus dans le détail. Si on fait une marge hors frais financiers, c'est-à-dire qu'on veut se comparer à un opérateur qui travaillerait sur fonds propres, par exemple, on est plutôt à 300 000 euros de marge. Et si on enlève les frais financiers, on est à un peu moins de 200 000 euros de marge nette, ce qui correspond à un petit 25% par rapport au capital qu'on a investi dedans. Ouais, c'est hyper détaillé. Après, rajouter aussi que y a des frais. Enfin, tu vois, nous les premiers, on n'y pensait pas forcément, mais une responsabilité civile
professionnels. Il y avait aussi les frais de comptabilité. Mine de rien, un comptable de marchand, ça coûte quand même assez cher. Surtout que je pense que c'est quand même intéressant de prendre un comptable un peu spécialisé sur l'activité parce que malgré tout, même s'il est plus cher que sur une activité lambda, on y gagne un peu de temps, on va dire, sur la gestion quotidienne et administrative de la boîte. Donc ouais, hyper intéressant en fait de voir un peu qu'on part de 1,2 million et qu'en fait à la fin, on parle en marge nette avant IS de 192 000 euros. Alors c'est une somme, c'est une très belle somme, hein, mais ça casse un peu, je trouve, les codes de ce que on peut entendre sur Internet. Je vais rien citer du tout, mais quand j'entendais la dernière fois, on suivait, c'était quoi qu'on suivait sur Internet, une sorte de masterclass, on va dire. On voyait que, lui, il avait gagné 30 000 euros en 30 jours. Bah non, en fait, déjà, ces 30 000 euros, je pense qu'il parlait de chiffre d'affaires ou peut-être de marge brute. C'est la marge brute, ouais. Et en fait, quand on décompose tout ça, déjà, c'était pas en 30 jours, parce qu'il y avait la durée de portage de l'opération, ce qu'on a un petit peu essayé de vous expliquer. Et du coup, en fait, ça ramène sur des chiffres qui sont, en fait, des bons salaires de cadre, on va dire, dans la fonction privée, quoi, hein, ou publique d'ailleurs. Sachant que, petite chose au passage, c'est que, étant donné que notre premier exercice fait 1 an et demi, finalement la limite entre l'IS à 15 et 25%, donc l'impôt sur les sociétés, il est à 42 500 euros, mais 42 500 euros pour un exercice qui fait 12 mois. Donc du coup, étant donné qu'on était sur un exercice de 18 mois, l'impôt sur les sociétés il se proratise, donc la limite entre l'impôt sur les sociétés à 15%, qui est normalement 42 500, et on fait x 1,5, donc ça fait 60 et quelques. Donc les premiers 60 et quelques mille euros sur lesquels de résultats nets on est imposé à 15%, et au-delà on est imposé à 25%, donc dans notre cas un peu moins de 200 000 euros, on est à 40 000 euros d'impôt sur les sociétés. Donc si on arrondit, on était à 190 et quelques de marge, moins 42 et quelques d'IS, ça fait 150 net distribuables, et ceux-là on peut les distribuer soit en versant du dividende, et à ce moment-là, si l'associé c'est une personne physique, c'est la flat tax à 30%, soit c'est une personne morale, et à ce moment-là c'est le régime mère-fille qui s'applique, et donc il y a juste une quote-part de 5% du montant du dividende qui est réintégré au résultat de la holding. Donc c'est assez léger en termes de fiscalité, mais par contre là on va pas faire les courses avec, on les a juste remontés dans la holding, on a le droit de les réinvestir dans autre chose, mais on peut pas du tout se les sortir en perso. Si on veut les sortir de notre holding, c'est de nouveau une flat tax. Donc pour faire l'exemple jusqu'au bout, imaginons, donc on avait dit 150 de marge nette après IS. Ah, c'est ça. Ok, on est 4, ça fait 37,5 chacun. Imaginons qu'on soit associé personne physique, ce qui n'était pas le cas. J'enlève 30%, ça fait 26 000 euros chacun, divisé par 18 mois, la durée de l'exercice, ça fait en moyenne 1 450 euros par mois. Donc j'ai pas fait exprès, mais ça fait un SMIC, ce qui est bien pour une activité qui nous a pas pris comme la je disais tout à l'heure, totalité de ça notre ne temps. prenait pas beaucoup de temps, donc c'était pas mal. Après, on était 4, on était peut-être, on était nombreux aussi. Nous, c'était notre démarrage, mais en plus, je trouve que c'est une activité, tu vois, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais quand t'es tout seul, putain, ça doit être super dur parce que t'as des hauts, t'as des bas. Franchement, des fois, t'as des journées, tu brasses de la merde H24 au sens propre, au sens figuré. Et je me dis quand même, être à minima 2 pour du marchand, qu'est-ce que c'est intéressant. Et même, tu vois, on le voit aujourd'hui dans l'articulation et dans l'organigramme qu'on a, nous, parce qu'on continue à faire du marchand sur Foncière Orion, on a une filiale pour ça. On est plusieurs. Et en fait, quand tu donnes ton avis, putain, l'autre, il vient contredire, il te dit, ah ouais, non, moi ça, je l'ai vu, toi, t'as peut-être pas vu ça. Et en fait, être tout seul, je pense que c'est déjà très dangereux. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'être plusieurs, pour moi, c'est a du sens, mais du coup par contre c'est vrai que tu viens diviser tes marges d'autant de nombre d'associés qui sont dans la boîte, quoi. Mais tu dilues ton risque. Et je pense que si vous voulez démarrer en marchand et vous associer, généralement le cas type, ça va plutôt être quelqu'un qui a du temps, qui a de l'expérience en locatif, mais qui a peut-être pas les fonds ou l'accès au financement, et qui va chercher qu'un financier. Et du coup, je vous recommande de chercher quelqu'un qui, pourquoi pas, soit financier, mais qui ait aussi une forme d'expérience dans le métier, pour vraiment croiser le côté, quelqu'un qui a beaucoup de temps, mais à qui pourrait être victime de certains angles morts quand il visite, ou de pas penser à certains taux de TVA en fonction des travaux qu'il va faire, où là on peut vraiment se casser la gueule. Donc avoir quelqu'un quand même qui soit là en backup, au-delà du comptable, parce que le comptable il va pas visiter avec vous, donc si vous lui dites pas il y a tant de travaux, il va pas penser à ça. Donc d'avoir un associé qui a un petit peu d'expérience, c'est assez bénéfique. Et en fait, il vaut mieux un gâteau un peu plus grand qu'on divise par plus de personnes, mais un gâteau, on va dire, qui finit en positif, parce que malheureusement, ça peut finir en négatif, on peut perdre de l'argent en marchand de biens, il n'y a personne qui va venir vous sauver, il n'y a pas de SAV pour vous racheter l'immeuble que vous avez payé trop cher et que vous ne vendez pas, donc vous pouvez tout à fait clôturer un exercice en négatif, et du coup, pour rembourser, imaginons votre financement, que ce soit du crowdfunding ou du bancaire, c'est vous qui allez faire un virement, et mettre du compte courant d'associé dans la boîte, pour finir de rembourser la dette. Ça peut finir comme ça, alors que le locatif, à la limite, si c'est acheté un petit peu trop cher, mais que ça s'autofinance quand même, on le garde un petit peu plus longtemps, le capital va s'amortir, et on finira par retrouver une situation où on peut le revendre à minima à l'équilibre. Alors que le marchand, étant donné qu'il y a des intérêts d'emprunt, le temps joue contre vous, la plupart du temps, sauf dans les cas particuliers qu'on a cités, mais il faut quand même être très très rentable, en tout cas quand on finance en crowdfunding. Et du coup, il faut garder en tête que c'est une activité à risque et qui, pour le coup, contrairement à ce qu'on promeut sur le locatif,
À notre sens, hein, c'est notre avis subjectif, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, il faut pas forcément viser de volume en marchand de biens. Il vaut mieux en faire peu mais le faire bien et le faire de manière sûre parce que finalement le volume n'amène pas forcément de sérénité ni plus de gains alors que le locatif, imaginons quelqu'un qui a 1 million d'euros de locatif qui tourne à 9% ou quelqu'un d'autre qui a 10 millions d'euros de locatif qui tourne à 7%, on peut le prendre dans tous les sens qu'on veut, celui qui a 10 millions à 7%, il fait plus d'argent que celui qui a 1 million à 9%. En marchand, cette logique n'est pas vraie. Soyez prudents, commencez aussi doucement et entourez-vous correctement pour vos premières opérations. Si on devait conclure, comme tu l'as dit, je pense que c'est s'orienter des bonnes personnes. Après, attention, je dirais aussi aux fausses promesses et je dirais pas publicité mensongère, mais quand tu regardes, on est les premiers, on reçoit des contenus sponsorisés sur nos Insta, etc. Et on voit bien que parfois, on a l'impression que c'est de l'argent facile et pour le coup, quand on est dedans, ça l'est pas. Et on a quand même fait pas mal d'IMO avant de faire notre première opération, on a fait des erreurs. Donc ça, c'est quand même un petit warning aussi, ne voyez pas l'affaire trop belle, on va dire. Si tout le monde, après toi, si tu avais d'autres... C'est qu'il y a deux manières de présenter nos opérations. En fait, il y a la manière du début, où on a gagné 1 million d'euros en marchand de biens, et il y a la manière un peu plus objective de dire, finalement, si on le divise par tout le monde et qu'on enlève la fiscalité, ça fait un SMIC par mois. C'est sûr que si on fait une vidéo sur Insta, qu'on dit ça vous dit de gagner un SMIC par mois en étant marchand de biens, on va pas vendre beaucoup de produits. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut pas se former, il y a certainement des très bonnes formations sur le marché. Moi perso, j'ai jamais pris de formation marchand de biens, donc je sais pas vous dire lesquelles sont les bonnes ou pas les bonnes, mais en tout cas, soyez critiques par rapport à ce qui vous est proposé. Et en tout cas, si j'avais un conseil à donner, c'est formez-vous auprès de gens qui l'ont fait. Encore une fois, on vend pas de formation de marchand de biens, on fait pas d'accompagnement pour les marchands de biens. Allez plutôt travailler avec des gens qui vous croyez en l'expérience et qui sont objectifs dans leur démarche et qui sont vraiment bienveillants et qui veulent pas forcément vous vendre du rêve pour vous dire que demain vous allez pouvoir quitter votre emploi et devenir marchand de biens à plein temps et que tout le monde peut le faire, même sans expérience, même sans financement, même sans rien du tout. Si, il faut des bases, et oui, c'est dangereux, donc le marchand de biens, c'est un trader de l'immobilier. Mais du coup, le trader, en fait, il y a un moment, il faut qu'il vende, il faut qu'il déboucle ses positions, il est pas là pour du long terme, et s'il doit les déboucler en négatif, il va les déboucler en négatif. Et à la fin, ce qui fait son PNL, son profit and loss, sa profitabilité, la marge de l'année, c'est la somme des PNL. Mais du coup, ça peut être négatif. Alors que, imaginons qu'on investit sur des actions à long terme, finalement, on n'a pas constaté de moins-value tant qu'on n'a pas vendu. Alors si on est à moins 99%, c'est mal parti, mais en tout cas, si on sélectionne correctement les actifs sur lesquels on investit et qu'on part sur du long terme, on augmente drastiquement la probabilité de ne pas finir en négatif. Ce qu'on peut se dire, c'est que ce qui pourrait être intéressant, c'est que aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, avec la foncière, on continue à faire du marchand. On fera une vidéo où on présentera l'opération qu'on est en train de faire en cours. Donc là, aujourd'hui, on ne peut pas vous présenter les chiffres parce que ça serait un peu trop prématuré et on n'a pas encore tout vendu. Mais ça sera hyper intéressant de vraiment faire la synthèse exhaustive de cette opération-là, qui objectivement s'est plutôt bien passée, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on apprend aussi de nos erreurs. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On se dit à très bientôt et puis n'hésitez pas à aller voir la vidéo du marchand que vous trouverez juste ici. À bientôt.